Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la voix de l'inspiration. Donc, je suis en compagnie de Tamatoa Rapoto, coordonnateur du KPI et spécialiste de l'école inclusive. Donc, il s'agit aujourd'hui d'échanger sur le parcours de l'enseignant spécialisé. On avait une question avec les professeurs stagiaires. On entend parler de professeurs avec une spécialité, spécialité de A à G, je crois. Peux-tu nous éclairer sur cette spécialité ? En fait, il s'agit de l'appellation des anciennes certifications du KPSH. C'est ce qu'il y avait avant le KPI. Donc, on avait option A, B, C, D jusqu'à G. Option A, c'est pour des enseignants qui veulent se spécialiser pour les troubles de la fonction auditive. B, troubles des fonctions visuelles. C, pour les troubles des fonctions motrices. D, pour les troubles des fonctions cognitives et troubles psychiques. Option E pour les grandes difficultés d'apprentissage, grandes difficultés scolaires. Option F pour les grandes difficultés scolaires et adolescence. Et enfin, option G pour tout ce qui concerne la rééducation. D'accord. Aujourd'hui, avec le passage au KPI, on n'a plus ces options. On a des enseignants qui sont spécialisés, donc qui ont une base commune qu'on appelle le tronc commun, des connaissances communes concernant l'éducation inclusive. Et en fonction de cette base commune, ils ont des parcours, des choix de parcours qu'ils pourront faire. Et quand un enseignant devient spécialisé, au cours de sa carrière, il pourra pratiquer et choisir différents dispositifs d'inclusion scolaire. Et en 2025, on entend encore parler des maîtres E, des maîtres G ? Oui, on entend encore parler. Et il ne faudra pas oublier non plus que une grande partie des enseignants spécialisés qui sont actuellement en poste, ils relèvent du KPSH ou même de la certification qu'il y avait encore avant, le CAPSAIS. Et donc eux ils ont toujours cette habitude de s'appeler par les options. Mais petit à petit, on tend vers des enseignants qui se voient comme enseignants spécialisés, donc capables d'accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors moi, je suis enseignante et je souhaite devenir enseignante spécialisée. Quelles sont les modalités ? Comment dois-je faire en fait ? Alors, il y a plusieurs voies d'accès à la certification, soit la formation KPI, soit passer l'examen en candidat libre, ou bien passer l'examen sous la forme du VAEP, donc validation des acquis par l'expérience professionnelle d'un enseignement inclusif. Pour la formation KPI, ça se fait par des candidatures ce qu'on appelle des PCP, donc des postes à contraintes particulières, poste PCP formation KPI, donc ça paraît une fois par an. Et il est demandé aux enseignants titulaires de s'inscrire, de passer un entretien avec une commission. Et une fois que l'entretien est fait et que la candidature a été validée, il peut entrer dans la formation KPI. D'accord. Quand il entre dans la formation KPI, il intègre directement un dispositif d'inclusion scolaire pour lequel il a postulé et il commence sa formation en alternance entre des moments de formation théorique et des moments sur le terrain. Et lorsque tu parles de VAEP, il faut combien d'années d'expérience ? Quand on parle de VAEP, il est requis 5 ans d'exercice en tant qu'enseignant en appel ordinaire, dont 3 ans à temps complet dans le domaine de l'enseignement spécialisé. Et concernant la troisième voie d'accès à la certification, on parle d'examen en candidat libre, c'est-à-dire qu'on s'inscrit en ligne à la date d'inscription. Il faudra bien respecter le timing, hein, et on passe l'examen. Et justement, en parlant de l'examen, il se déroule de la même façon que pour ceux
qui sont dans la formation CAPEI, cet examen se déroule sous forme de 3 épreuves. La première épreuve, c'est une séance pédagogique et un entretien. Donc une séance pédagogique de 45 minutes, suivie d'un entretien de 45 minutes. Deuxième épreuve de la présentation du dossier professionnel. Ce dossier professionnel va porter sur la pratique professionnelle et il va rendre compte au fait de l'évolution de l'identité professionnelle du candidat. Ce qui veut dire que là, le candidat va retracer un petit peu son parcours. Voilà, il va retracer son parcours, il va retracer les moments forts qui lui donnent des indices sur l'évolution de son identité professionnelle. D'accord. En lien avec l'école inclusive. En lien avec l'école inclusive, oui. Donc une présentation de 15 minutes, un entretien avec la commission pendant 45 minutes. Et la commission doit recevoir le dossier professionnel au maximum 15 jours avant la date de l'épreuve. Sur la dernière épreuve de l'examen, il y a une action de personnes ressources. Ça, c'est important parce que les années précédentes, c'est une épreuve qui est assez éprouvante pour les candidats. Et donc, il s'agit de mettre en valeur son action de personne ressource vis-à-vis de l'éducation inclusive. Donc, les candidats mettent en place au cours de l'année des actions qui vont montrer la plus-value de l'école inclusive et comment perdurer ces actions dans l'année. Ça peut être des actions ponctuelles, ça peut être des actions qui sont répétées plusieurs fois dans l'année et aux candidats de voir en quoi ces actions auront un impact à long terme sur le suivi des élèves et sur l'environnement de l'élève, c'est-à-dire les équipes sur place. Juste peut-être pour éclairer justement cette notion-là, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'action ? Un exemple d'action, alors ça peut être des sensibilisations à différents handicaps, ou ça peut être ce qu'on entend souvent des cafés parents. D'accord. Où on va inviter les parents et on va donner des précisions, des informations sur ce que c'est qu'un enseignant spécialisé, qu'est-ce qu'il fait. Ça peut être des actions de proximité avec les équipes, c'est-à-dire des actions de co-intervention qui vont intervenir à différents moments dans l'année. Et à la fin de ces actions, le candidat il va évaluer l'impact de ces actions. D'accord. Et voir si elles seront à continuer ou il y aura peut-être une phase de régulation pour apporter quelques modifications. Et après, peut-être une question un petit peu pratique pour nos auditeurs. Y a-t-il des rapports de jury pour le KPI ? Ah oui, ça c'est important. Hein. Les rapports de jury sont disponibles sur le site de la DGEE ou du vice-rectorat, il faut voir un des deux. Et ils sont vraiment importants parce qu'ils font l'état de ce qui a été fait pendant l'examen. Donc s'il y a certaines épreuves qui ont été moins réussies que d'autres, il faudra prendre en compte ce qui a été dit par le jury. Et ça peut donner des indications aussi sur toi en tant que candidat, comment te préparer au mieux pour passer le KPI. Il n'y a pas un nombre limite de passation, c'est-à-dire que la certification, tu peux la passer autant que tu le souhaites ou c'est pas possible ? Quand tu passes un examen, tu gardes le bénéfice de tes notes pendant 3 années. Ah, merci pour cette précision, c'est important, effectivement. Après, qu'on soit dans le premier degré ou dans le second degré, le KPI peut être passé par des professeurs du premier ou du second degré. Alors ça, c'est important. C'est vrai que nos collègues du second degré nous posent souvent la question. C'est pas parce qu'on est second degré qu'on peut pas aussi après se projeter dans l'enseignement spécialisé avec la certification. Oui, c'est tout à fait possible de passer la certification quand on est professeur dans le second degré. D'accord. Alors la difficulté qu'il va peut-être y avoir, c'est au niveau des épreuves. Lorsqu'il faut effectivement prendre en charge une classe, j'imagine que c'est possible de s'arranger peut-être aussi pour les épreuves ou comment ça marche ? Déjà, pour pouvoir passer les épreuves, il faudra avoir au final une certaine expérience vis-à-vis des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Comme par exemple en Ulysse ou en SECPA ou Ça peut être en Ulysse, en SECPA, ça peut être en CJA, ça peut être dans différents dispositifs d'inclusion scolaire. Très bien. Et c'est vraiment cette expérience qui va nourrir un peu déjà le dossier professionnel, nourrir la pratique professionnelle, le développement de gestes professionnels adaptés, et au final nourrir un peu ce qui va faire l'identité professionnelle d'un enseignant de plus en plus spécialisé. D'accord. Et Tamatoa, une question aussi, le jury, il est composé de qui en fait? Le jury est composé de l'inspecteur ASH, de l'inspecteur de la circonscription, d'un formateur qui n'a pas suivi le candidat dans l'année et d'un enseignant spécialisé qui connaît le parcours de formation choisi par le candidat. Très bien. Et peut-être une dernière question aussi. Est-ce que le KPI, effectivement, c'est une certification? C'est chaque année? Oui. Je suis enseignante spécialisée, je viens de réussir le KPI. Et où est-ce que je peux travailler? Il y a plusieurs options qui s'offrent aux enseignants qui sont titulaires du KPI. Déjà, si je parle des dispositifs d'inclusion scolaire les plus répandus, on a le DAZ. Le DAZ qui regroupe les enseignants spécialisés qu'on appelle la dominante pédagogique ou relationnelle. Qui sont en plein dans les écoles ordinaires. En fait, juste peut-être pour une petite précision, le DAZ, c'est comme le RAZEN sur la métropole? Oui, c'est exactement la même chose. D'accord, c'est un réseau? Oui, et ici on parle de dispositif. D'accord, très bien. On a les Ulysse, que ça soit Ulysse école, Ulysse collège. On a le CJA, ça c'est une spécificité locale, le centre des jeunes adolescents. On a aussi les SECPA. On a les SECPA aussi en métropole. On a des dispositifs assez spécifiques qu'on appelle EASY, donc enseignants spécialisés itinérants. Ce sont des enseignants qui vont circuler sur un secteur assez large pour suivre les élèves qui sont en situation de handicap. Il y a les IIME aussi, les instituts d'insertion médico-éducatif. On a les centres pénitentiaires. Donc on n'accompagne pas des adolescents mais des adultes qui sont en prison. On a aussi des structures assez spécifiques comme les ITEP. Les ITEP. D'accord. Les ITEP. On a les PEMS aussi. Et les ITEP, il y en a combien là sur la Polynésie? Il y en a une sur Moorea. Voilà, je connais une sur Moorea. Je ne sais pas s'il y en a une deuxième qui va s'ouvrir. Il faut vraiment que je me renseigne. Sur Paia ou Papara, non? Oui, il faut que je me renseigne. Je ne suis pas encore sûr. Et voilà, on a fait un peu le tour des dispositifs les plus connus. Une question qui revient, c'est la CJA. Par rapport à l'Ulysse ou la SECPA, en fait, on accueille des adolescents et finalement, qui ont quel profil? Dans des CJA, on a des adolescents qui sont en grande difficulté scolaire, donc des difficultés scolaires durables et persistantes. Et souvent, avec ce profil d'élèves, on a des élèves qui ont une estime de soi qui est assez... qui n'est pas la même que des élèves qui ont totalement confiance en leurs compétences, leurs capacités scolaires. C'est-à-dire assez faible, quoi. Oui. D'accord. Et qui ont des comportements qui peuvent être étonnants par rapport à ce qu'on peut voir dans les classes ordinaires. Et par contre, ce sont des élèves aussi qui peuvent être très attachants, surtout quand ils retrouvent leur estime et qu'ils voient qu'ils ont pleinement les capacités de progresser. Et comme c'est lié à des ateliers professionnels, on essaie d'équilibrer un peu l'attrait pour le manuel avec des apports théoriques. D'accord. Et la formation, elle dure combien de temps en CJA? La formation, elle dure normalement 3 ans.
Après, il y a des exceptions. Parce que des élèves en situation de handicap peuvent aussi intégrer les CJA. Et là, on a un peu plus de flexibilité dans les CJA. Donc, j'ai même connu des situations où des élèves étaient scolarisés pendant 5 ans en CJA et qui ressortaient avec, pour certaines situations, un emploi. Très bien. Il y a une question d'une étudiante. Est-ce qu'effectivement, pour aller en CJA, il faut avoir une notification CTES? Non, ça passe par une autre commission et ça passe pas forcément par une notification CTES. Une notification CTES, il va s'agir d'un élève qui a été reconnu en situation de handicap et pour lequel une orientation en CJA a été décidée. Pour ceux qui ne sont pas en situation de handicap, là, c'est vraiment la commission du CJA qui va décider de son orientation. Très bien. Je te remercie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et j'espère que cet épisode sur le parcours de l'enseignant spécialisé vous a plu et à très bientôt pour un nouveau temps d'échange autour de nos pratiques. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants.